Tu le savais, toi, qu'à la veille de la Renaissance, c'était un prince français qui régnait sur les Pays-Bas? Bah moi non plus, parce que je vous avais expliqué qu'avant Louis XIV, le nord de la France appartenait aux Pays-Bas espagnols, mais ce que j'ai appris en travaillant sur cette série, c'est que cet énorme territoire qui s'étendait d'Amiens jusqu'à Utrecht avait non seulement appartenu à un prince de la maison Valois, mais qu'en plus c'était lui qui avait carrément créé les Pays-Bas. Et le plus dingue, c'est que la naissance des Pays-Bas, c'est qu'une partie de son histoire. Ça t'intrigue? Alors ne bouge pas, je vais te raconter la vie de Philippe le Bon. Pour que tu saisisses tous les enjeux de cette histoire qui, crois-moi, vaut bien un épisode de Game of Thrones, je vais d'abord te parler du père et du grand-père de Philippe. Dans ma vidéo sur Robert d'Artois, que tu peux déjà retrouver sur TikTok mais que je sortirai plus tard ici, j'explique que la guerre de 100 ans avait commencé quand Édouard III, le roi d'Angleterre, avait disputé le trône de France au roi Philippe VI. Et bah cette fois, je vais débuter cette vidéo en te parlant de son fils, Jean le Bon. Tu veux savoir pourquoi je remonte jusque-là? Allez, c'est parti. Trigger warning, la vidéo qui va suivre contient un nombre incalculable de Philippe, de Charles et de Jean. Promis, je ferai de mon mieux pour t'embrouiller le moins possible. En 1361, le duc de Bourgogne, Philippe de Rouvre, meurt sans héritier. Et quand il y a une place vacante pour un titre de noblesse, c'est le roi de France qui choisit son nouveau vassal. Et en général, il en profite pour placer ses pions comme ça l'arrange. Du coup, Jean le Bon, le roi de France, il n'hésite pas. Il choisit son fils, Philippe le Hardi, pour être le nouveau duc de Bourgogne. Pourquoi je commence par là? Déjà pour te situer un peu, Philippe le Hardi, c'est le grand-père de Philippe le Bon, qui sera le héros de notre histoire. Mais surtout, ça me permet d'insister sur le fait que cette nouvelle dynastie des ducs de Bourgogne, c'est bien des princes français. Et ça, franchement, garde-le à l'esprit parce que c'est ce qui va rendre l'histoire encore plus intéressante. Quoi qu'il en soit, Philippe le Hardi meurt en 1404. Il lègue donc à son fils Jean la Bourgogne, mais aussi la Flandre et l'Artois, dont il était déjà comte grâce à son mariage avec Marguerite de Malle. Et c'est avec ce duc que l'on appellera bientôt Jean sans peur que va réellement commencer notre intrigue. Et laisse-moi te dire que notre nouveau duc n'a pas volé son nom, parce que pour le coup, le mec avait peur de rien. La preuve, il a déclenché une guerre civile. Au début du 15e siècle, la France, elle est vraiment pas dans une situation idéale. On est en pleine guerre de 100 ans, les Anglais occupent quelques villes au nord du royaume et représentent une menace permanente. Et en plus de ça, Charles VI, le roi de France, il perd un peu la boule. Celui dont on se rappellera plus tard comme Charles le Fou est atteint de crises de démence qui sont de plus en plus fréquentes avec l'âge. Pour donner une idée, il refusait parfois qu'on le rase parce qu'il croyait que son corps était fait de verre. Est-ce que Sieur du Raleigh était apte à régner? Bien sûr que non. Dans les faits, c'était plutôt son frère Louis d'Orléans qui gérait le pays grâce à un conseil de régence. Une position qui lui convient très bien, tu t'en doutes, sauf qu'il avait un grand rival qui aimerait bien prendre sa place. Son cousin, Jean sans peur. Les deux hommes multiplient les différences, si bien qu'en 1407, Louis profite de l'absence de Jean pour l'évincer du conseil de régence. Sauf que Jean, c'est pas le genre de mec qu'il faut mettre en colère. Le 23 novembre, il fait assassiner Louis en plein Paris. Commence alors une guerre civile qui influencera tout le reste de notre histoire. En voyant ça, le roi d'Angleterre, Henri V, il en profite pour relancer la guerre de 100 ans. S'ensuivent des années hyper sanglantes. Ce qui nous amène à 1419. Charles, le fils du roi de France, a 16 ans. Il est déjà fatigué et ça peut se comprendre. Combattre les Bourguignons et les Anglais en même temps, c'est juste impossible. Alors il propose à Jean sans peur de mettre leurs différends de côté, le temps de combattre les Anglais. Les négociations avancent bien et le jeune dauphin lui propose de se rencontrer le 10 septembre sur le pont de Montereau. Et là c'est le drame. Plusieurs membres de la suite du dauphin se jettent sur le duc de Bourgogne et l'abattent à coups de hache. Violent. Tout se passe tellement vite que le camp adverse n'a même pas le temps de sortir les armes. Et le pire, c'est que les ennuis ne font que commencer. Le lendemain, Philippe, le fils de Jean sans peur, apprendra la nouvelle. Et là où son grand-père, Philippe le Hardi, le premier duc de Bourgogne, était du genre à arrondir les angles, et où son père était écrasant et brutal, Philippe, désormais troisième duc de Bourgogne, est une combinaison des deux. Un mélange redoutable de feu et de glace qui laisse planer une vengeance des plus inquiétantes. Mais avant que je parle de sa réaction plutôt salée, le temps est venu d'introduire le héros éponyme de notre histoire. Philippe de Bourgogne naît le 31 juillet 1396 à Dijon. Bien qu'il soit un prince français, le garçon passe la majeure partie de son enfance à Gand, où il apprend les coutumes et la langue flamande. Pour ce qui est du français, il l'apprend surtout en lisant des livres. Comme c'est le seul fils légitime de Jean sans peur, c'est lui qui doit hériter de la Bourgogne, de l'Artois et de la Flandre. Qui dit héritier du mariage forcé, du coup à 13 ans on lui fait épouser sa cousine, Michel de France, qui n'est autre que la fille du roi Charles VI, le fameux roi fou, et donc la sœur du dauphin Charles qui a eu le malheur d'assister au meurtre de Jean sans peur. Contrairement à son père qui avait tout du colosse écrasant, Philippe grandit pour devenir un jeune homme réservé, doux et réfléchi. Jean sans peur comprend rapidement qu'il est intelligent et responsable, alors quand il commence à être débordé par sa guerre civile, il lui confie la gestion de la Flandre et de l'Artois. Et du haut de ses 15 ans, il se débrouille très bien. Jusqu'ici, ça semblait donc bien parti. Mais tout bascule le 11 septembre 1419 quand il apprend ce qui est arrivé à son père. Le jeune homme s'effondre au sol dans un cri déchirant avant d'aller trouver sa femme et de lui balancer « Votre frère a tué mon père !» Bonne ambiance au Prince of ce jour-là. Bon,
Ok, il crie à mon cou. Mais concrètement, comment il réagit? Dans un premier temps, il fait rien. Je vous l'ai dit, Philippe est un jeune homme très réfléchi. Et si autour de lui tout le monde l'incite à se venger, le nouveau duc met un bon moment à prendre sa décision. Contrairement à son père qui était tout feu tout flamme, c'est une colère froide et mordante qui anime le jeune duc. La légende voudrait même qu'il aurait porté si souvent du noir en souvenir de ce père parti trop tôt. Bon, c'était une couleur à la mode et ça mettait en valeur les bijoux aussi, ça aide un peu. Incapable de pardonner au jeune dauphin l'incident du pont de Montreux, il décide finalement d'ignorer ses plates excuses et de faire le pire truc qu'un prince français pourrait faire à la couronne de France. Par un froid matin de janvier 1420, Philippe enfourche sa monture noire pour rejoindre celui qui était jusqu'ici son ennemi, le roi d'Angleterre, Henri V. Comme le suggère le temps qu'il a attendu avant de se lancer, c'est une décision très réfléchie de la part de Philippe. Les Anglais ne les portent pas dans son cœur, d'ailleurs quand son père lui avait interdit d'aller combattre à Azincourt en 1415, il lui en avait énormément voulu. Mais bon, papa est mort, l'heure est au pragmatisme. Philippe va donc former une alliance improbable avec Henri V et, surprise, le roi de France qui porte bien son surnom de fou. Le 21 mai 1420, le triumvirat signe un texte qui va devenir une honte nationale pendant des décennies, le traité de Troyes. Charles le Fou, il peut pas blairer son fils, alors avec ce traité, il s'arrange pour que sa fille, Catherine de Valois, épouse Henri V, apportant à ce dernier une soi-disant légitimité pour hériter du trône de France. Le mariage est célébré quelques jours plus tard. De son côté, Philippe récupère quelques villes dans la Somme, ce qui lui permet d'agrandir son territoire. Mais ce qu'il gagne surtout, c'est une vengeance spectaculaire contre le jeune dauphin. Avec le traité de Troyes, c'est le trône de France qui lui passe sous le nez pour revenir au roi d'Angleterre. That's hard, man. Sauf que le karma fait bien les choses. Henri V meurt le 31 août 1422, à peine quelques semaines avant Charles VI. Dommage. C'est donc Henri VI, le fils d'Henri V, qui monte sur le trône de France et d'Angleterre à l'âge très avancé, le 10 mois. Sans surprise, il faut nommer un régent, et apparemment Henri V aurait voulu que ce soit Philippe. Est-ce que c'est les Anglais qui s'y sont opposés ou Philippe qui a refusé parce qu'il avait pas la tête à ça entre la mort de son épouse quelques mois plus tôt et ses propres terres à administrer? On sait pas. Quoi qu'il en soit, c'est Jean de Lancastre, le frère d'Henri V, qui prend le job. Philippe organise le mariage du régent avec sa sœur Anne de Bourgogne, il en part pas une. Il en profite aussi pour se remarier l'année suivante avec Bonne d'Artois, qui n'est autre que petite fille du célèbre Robert. Fallait que je la place celle-là. Mais bon, pas de chance, elle meurt très vite la pauvre. Commence alors une période un peu plus calme pour notre Philippe qui va en profiter pour conquérir de nouveaux territoires. Quand on voit à quel point il a étendu son territoire en quelques décennies, on pourrait croire que Philippe a passé sa vie sur champ de bataille. Mais en réalité, il a remporté la plupart de ses territoires grâce à une bonne dose de stratégie et de patience. Il avance ses pions dès 1421 en achetant en viager le comté de Namur. Quand le marquis meurt en 1429, il a plus qu'à rafler la mise. En 1430, il hérite du Brabant, du Limbourg et du Lothier en succédant à un cousin mort sans descendance. C'est de la même manière qu'il rafle le duché du Luxembourg en 1443. Mais son plus beau coup survient en 1433 quand il arrache les comtés de Hainaut, de Hollande et même de Zélande à sa cousine Jacqueline de Bavière après plus de 6 ans d'une véritable guerre d'usure jouant tantôt sur les forces armées, tantôt sur la fatigue psychologique. Mais Philippe ne se contente pas de récupérer ses territoires pour le simple plaisir de les posséder. Doté d'une grande intelligence, il les administre avec un soin tout particulier et contribuera à faire de cette énorme région une puissance territoriale avec un statut unique. Bref, en plus d'être franchement gênant pour le roi de France, notre Philippe gagne en puissance de jour en jour. D'ailleurs, la guerre de 100 ans, elle est toujours pas finie, mine de rien. Mais avec l'arrivée d'un nouveau protagoniste, la situation va complètement se renverser. En 1428, les Anglais contrôlent pratiquement la moitié du royaume. Mais Charles, le fils de feu Charles VI, contrôle encore la partie sud. Pour continuer à avancer, les Anglais doivent donc prendre Orléans qu'ils assiègent fin octobre. Mais c'était sans compter l'arrivée d'une jeune femme, vous avez deviné de qui je voulais parler. Le 29 février 1429, Jeanne d'Arc entre dans Orléans où elle remonte le moral des foules et contribue à une victoire française à peine 2 mois plus tard. Reprenant espoir, les villes occupées se soulèvent les unes après les autres et l'armée française repousse peu à peu les Anglais. Le 17 juillet de la même année, Jeanne escorte le dauphin jusqu'à la cathédrale de Reims où il est sacré roi de France sous le nom de Charles VII. Pleine de bonne volonté, la pucelle en profite pour écrire à Philippe le Bon pour lui demander la paix. Mais notre personnage principal n'a pas oublié l'assassinat de son père. L'année suivante, il capture Jeanne et la livre aux Anglais. La suite, vous la connaissez tous. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est brûlée en place du Vieux Marché à Rouen. Avec Jeanne qui repart aussi vite qu'elle est arrivée, le jeune roi Charles VII comprend qu'il n'arrivera jamais à gagner la guerre de 100 ans sans se réconcilier avec Philippe le Bon. Ayez urgence puisque le 16 décembre 1431, le jeune roi d'Angleterre Henri VI est lui aussi sacré roi de France. Ouais, la France a 2 rois. Charles VII, il en peut plus. Il entame les négociations avec les Bourguignons et les Anglais. Anglais qui bien évidemment refusent de transiger, mais Philippe lui il est un peu plus open. La guerre ça commence à le gaver. Les Anglais il était avec eux que par intérêt et s'ils ont plus l'avantage, autant discuter avec son cousin. En 1435, Philippe prend la décision qui va tout changer. Il accepte de reconnaître Charles comme roi de France. Les 2 hommes se réconcilient autour du
traité d'Arras, Charles VII s'excuse officiellement pour le meurtre de Jean sans peur et lui offre tout un paquet de territoires. Il va même jusqu'à dispenser le duc de Bourgogne de l'hommage féodal, le fameux rituel par lequel un noble déclare qu'il est le vassal du roi. Pour donner une idée de l'importance de l'hommage, dites-vous qu'avant la guerre, même le roi d'Angleterre devait s'y plier en tant que duc de Guyenne. Et avec le traité d'Arras, les territoires de Philippe acquièrent une indépendance inédite en Europe. Sur le continent, tous les yeux sont tournés vers la cour de notre prince. Notre prince, qui en a à peine 20 ans, s'est retrouvé avec un territoire qui va maintenant de la Somme à la Zélande, symbolisant à la perfection le concept de glow-up. Mais plus qu'un butin alléchant, Philippe entend créer une entité unifiée, et même une ébauche d'État des centaines d'années avant le traité de Westphalie. Eh ouais. Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler d'État bourguignon? Bon, déjà il y a des trucs un peu basiques. C'est un territoire délimité et déterminé, avec des frontières et une population. Mais en plus de ça, Philippe le Bon, il avait mis en place son propre gouvernement, s'entourant de Légis, dont le plus célèbre est Nicolas Rolin, son chancelier, qu'il a assisté pendant 40 ans. Il y avait aussi 4 chambres des comptes situées à Dijon, Lille, Bruxelles et La Haye, en guise d'instance régionale, et un grand conseil à Dijon. S'y ajoute le fait que le territoire de Philippe, il était reconnu comme une entité souveraine et autonome sur la scène internationale. En témoigne le traité d'Arras, dans lequel le roi de France lui dispense de l'hommage féodal. Et tout ce que je viens de mentionner, ce sont les 4 principes de base qui font qu'aujourd'hui un État va être reconnu en tant que tel sur la scène internationale. Je trouve ça franchement stylé. Bien sûr, c'est surtout son fils, Charles le Téméraire, sur qui je prépare une vidéo en ce moment même, qui va réellement donner à l'État bourguignon ses lettres de noblesse. Mais il fallait tout de même que je vous parle de ce prémisse. Non content de jouir d'une puissance et d'un statut inédit pour l'époque, l'État bourguignon se distinguait également par son rayonnement sur le plan culturel. Car ce qui fait la puissance des plus grands politiciens, c'est pas leurs décisions administratives ou militaires, c'est bien leur capacité à influencer les autres grâce à des moyens détournés. Et pour bien comprendre Philippe le Bon, il faut pas oublier que c'est un prince de la maison Valois. Et s'il y a une chose pour laquelle les Valois sont bien connus, en plus des guerres de religion, c'est que c'est des grands mécènes, car ils ont bien compris que participer à la production culturelle et artistique, c'est un excellent moyen de montrer sa puissance. Grand amateur d'art, Philippe soutient des peintres comme Van Eyck ou Van der Weyden et participe au développement de la célèbre école de peinture flamande. Il s'entoure également de musiciens, de sculpteurs et d'écrivains et laisse même son empreinte dans l'architecture en rénovant le palais des ducs de Bourgogne. C'est lui aussi qui fait construire le palais Riault à Lille, qui était au passage une de ses résidences préférées. Une tendance qui s'inscrit aussi dans le quotidien. Philippe, c'était un bon vivant. Il aimait la bonne chair aussi quand on voit combien de maîtresses il a eu. Si bien que la cour de Bourgogne, elle était connue et reconnue pour son style de vie opulent et extravagant qui méritait bien une mention spéciale. Mais bon, comme je préfère vous donner toute l'histoire, on va pas s'arrêter au happy end. Le truc, quand on a atteint le sommet, c'est qu'après, on peut que redescendre. Lui qui était un brillant jeune homme, il va se faire avoir par la nouvelle génération. En 1456, Louis, le futur roi de France, se réfugie en Bourgogne après des années de conspiration contre son père. Philippe l'accueille volontiers, lui alloue un château et une pension, sauf que cette fois, il a misé sur le mauvais cheval. En apprenant la nouvelle, Charles VII déclare: "Mon cousin de Bourgogne a donné asile à un renard qui un jour lui dévorera ses poules." Et c'est exactement ce qui se passe, puisqu'à son arrivée au pouvoir, Louis XI ne lui montrera aucune gratitude et il en profitera pour lui reprendre des villes de la Somme d'une manière pas très catholique. Notre Philippe s'éteint finalement le 15 juin 1467 à Bruges. Il laisse derrière lui un héritage colossal qu'il transmet à son fils, Charles le Téméraire, dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Pour l'heure, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire.